Le voici, le voilà, l'épisode numéro 4 de notre carrière avec la ECW en 1995. Au programme, le booking complet du dernier mois de l'année avec les 4 Hardcore TV, notre weekly, diffusé tous les mercredis. 1 heure bien sûr pour faire avancer les histoires et en toute fin de mois, le dernier événement spécial qui interviendra le dimanche de la 4e semaine. ECW December to Dismember, 2 heures pour terminer certaines storylines et pour en continuer d'autres, bien évidemment, vous le savez. Nous sommes au jour, bien sûr, de Hardcore TV, le premier de ce mois de décembre, qui va nous amener tranquillement vers la fin de notre année, puisqu'à la fin de cette vidéo, vous le savez, nous serons en janvier 1996. Chris Benoit n'est pas présent cette semaine, Rick Steiner non plus, Scott Steiner non plus, Too Cool Scorpio n'est pas là non plus. On va commencer à avoir des soucis avec Chris Benoit qui risque de nous faire faux bond un petit moment avec ses tournées signées avec la War. Terry Funk et John Cronus, les incidents, Terry Funk qui passe des tips au micro à John Cronus et qui va passer également des tips en psychologie à Devon Dudley qui va continuer à progresser avec les bons conseils de notre ami Terry Funk qui est un véritable leader dans les locker rooms. On va aller tranquillement au City Chase Arena où on attend un peu plus de 3520 pèlerins. Je boucle le show de mon côté, on en parle juste après, ne bougez pas. ECW Hardcore TV, c'est parti, 3737 pèlerins au City Chase Arena pour la première édition de notre weekly du mois de décembre 95. Et vous le voyez, on commence avec un gros 81 de rating avec du monde, du très beau monde, à commencer par Terry Funk qui va ouvrir le show, le nouveau champion de la ECW qui est accueilli sous les vivas de la foule. Terry Funk, deuxième règne de champion du monde de la fédération pour le leader backstage de notre ECW nouvelle génération. Terry Funk qui va remercier les gens, qui va brandir le titre et qui très vite va être interrompu par Mikey Whipwreck qui va le féliciter en personne, lui dire c'est bien, t'as battu le Sandman, cette pourriture, t'es de nouveau champion, t'es encore présent dans la fédération et tu es le champion que les gens voulaient voir avec cette ceinture. Et Terry Funk, il n'est pas du tout réceptif à Mikey Whipwreck parce que Terry Funk, il a revu les images de ce qui s'est passé du côté de November to Remember, il a vu que Mikey Whipwreck était intervenu et Terry Funk, grosso modo, sermonne un peu Mikey Whipwreck en lui disant qu'il n'avait pas à intervenir, qu'il n'avait pas besoin de son aide et surtout qu'il a un peu l'impression que Mikey Whipwreck a essayé de s'accaparer son moment et ça plaît pas non plus à un homme, le Sandman accompagné de Woman qui va quelque part accuser Terry Funk d'avoir été de mèche avec Mikey Whipwreck pour lui prendre son titre parce que le Sandman part du principe que Terry Funk savait pertinemment qu'il ne pouvait pas le battre clean et surtout il va avoir des mots très durs envers Mikey Whipwreck qui est un rat, cet égoïste, ce garçon qui est un rageux, qui n'a absolument pas accepté le fait qu'il a perdu sa rivalité face au Sandman. Bref, il y a pas mal de tensions, il va aussi y avoir de la tension avec Jerry Lawler qui va reprocher au Sandman d'avoir perdu le titre alors qu'ils étaient en alliance et que Jerry Lawler attendait du Sandman qui lui offre une opportunité. Donc maintenant Jerry Lawler lui dit il va falloir que je fasse le café parce que t'as pas su le faire. Donc grosse tension entre le Sandman et Jerry Lawler. Il va avoir Raven qui va se pointer avec Bella McGillicuddy. Raven qui va nous expliquer qu'il a perdu le championnat par équipe, enfin que Stevie Richards a perdu les championnats par équipe, que maintenant il veut move on de ce programme tag team qui ne le mène nulle part. D'ailleurs il a viré Mikey Whipwreck du Raven Nest, désormais il marche seul aux côtés de Bella McGillicuddy. Il veut une opportunité au titre mondial. Un homme bien sûr à pas être d'accord, c'est Tommy Dreamer qui a beaucoup perdu face à Raven ces derniers temps à cause de ses roublardises et de son mind games. Bref, ces 6 hommes-là, ils sont tous très chauds et l'ami Sylvester Stallone book un gros match 6-man tag dans le main event. Terry Funk va faire équipe avec Tommy Dreamer et Mikey Whipwreck avec qui il y a quelques tensions. Et le Sandman va faire équipe avec Jerry Lawler qui commence un petit peu à le sermonner et Raven qui a eu envie bien sûr de prendre ce titre mondial. Tout le monde a plutôt bien performé à l'exception de Mikey Whipwreck qui est toujours autant paumé et les storylines avancent, gagnent de la hit. Raven, Tommy Dreamer, Terry Funk, Jerry Lawler et Mikey Whipwreck Redemption, storyline qu'on vient de mettre en place. Psychosis, Rey Mysterio Jr., histoire de raviver une ancienne rivalité, match superbe dans les faits, ça nous fait 69, j'ai mis ça en high spot, allez, faites des flips d'Erana, ça dure 10 minutes, victoire de Rey Mysterio Jr. qui fait une énorme performance de 73, le garçon est en train de passer un cap, quand Psychosis fait un correct 60, victoire bien sûr de Rey Mysterio avec le springboard Hurricane Rana. À l'issue de ce match, Rey Mysterio Jr. prend le micro et va faire savoir qu'il veut une opportunité
au titre TV de Chris Benoit parce qu'il pense qu'après sa rivalité gagnée face à Psychosis, ses récentes victoires, ses récents accomplissements et surtout le fait que ça pourrait être quand même un match plutôt intéressant sur le papier, Chris Benoit et Mysterio Junior, qu'il est légitime pour avoir une opportunité à ce championnat intermédiaire. Taz va se pointer, Taz va quand même rappeler à Rey Mysterio Jr. que même s'il a beaucoup de respect pour lui, il reste quand même le dernier challenger et que Chris Benoit ne l'a pas vraiment battu lors du dernier pay-per-view, victoire par compte out. Donc entre Rey Mysterio Jr. et Taz, ça se cherche un peu pour savoir qui va avoir une opportunité en premier. Et puis Rick Martel, accompagné de Terry Reynolds, va se pointer sur la rampe du ring parce qu'il a quand même pas vraiment les couilles d'aller au plein centre du ring pour affronter Taz. Va rappeler à Taz et à Rey Mysterio Jr. que lors des derniers pay-per-view, il les a battus. Voilà, donc à un moment donné, back of the line, s'il y a un mec qui doit prendre une opportunité, c'est bien Rick Martel. Voilà, donc ça fait 64, tout le monde performe plutôt bien, la storyline avance entre Taz et Rick Martel, c'est parfait. Stevie Richards, grosse promo de Stevie Richards, qui a entendu les propos de Raven dans le segment d'ouverture. Ok, très bien, Raven le vire du groupe, aucun souci, il va marcher seul. Et Stevie Richards, ça lui fait pas peur parce que il est conscient qu'il peut prendre la lumière et que si Raven l'a mis dans son ombre, c'est parce qu'il avait peur qu'il prenne tout le spot. Et maintenant, Stevie Richards va pouvoir briller, voilà, de sa propre lumière. Et il affronte Bullpain dans un match Street Fight, voilà, tranquillou, qu'on a mis en storytelling, match storytelling du soir, 11 minutes 24, format TV, match décent. Stevie Richards va battre Bullpain, dont on ne fait rien, dont on ne sait pas quoi faire, avec le Stevie Cake, bien sûr, voilà, performance de 57 de Stevie Richards, correct, quand Bullpain fait un 46, décent. Et enfin, le main event, gros 84 des familles. En même temps, est-ce qu'on pouvait s'attendre à autre chose avec les protagonistes? Match exceptionnel que j'ai mis en Wild Brawl. Ça va durer 14 minutes 40. Ça fait un très bon match avec des performances in-ring énormes, notamment de Terry Funk qui fait 85. Tommy Dreamer, pas dans un bon jour, mais qui fait sur même 70. 64 de Mikey Whipwreck. 75 de Raven, toujours très bon. 72 du Sandman. Dans ces conditions-là, ça l'aide quand même à vraiment faire de grosses performances. Jerry Lawler, un peu à la traîne, mais ça reste un 63 plutôt décent. Et dans ce match exceptionnel, eh bien figurez-vous que le Sandman va perdre avec son équipe. Le Sandman qui va prendre le pin par Mikey Whipwreck, qui va réussir dans les règles d'un six-man tag, prendre avantage de la situation. Un match un peu chaotique, vous l'imaginez. Il va faire son whippersnapper sur le Sandman, tomber 1, 2, 3. Mikey Whipwreck prend une victoire face à l'ancien champion du monde de la fédération. Et oui, on peut performer dans les matchs qui correspondent plus à son style. Tout comme Jerry Lawler, bien sûr. Gros 78 des familles pour ouvrir ce mois de décembre 95. Autant vous dire que là, on a mis les petits plats dans les grands, qu'on commence à poser les bases pour ce dernier mois de l'année qui s'annonce vraiment explosif. À nouveau, un profil d'un performeur japonais. Apparemment, un garçon qui a été arbitre à la New Japan, qui a aussi officié à Mexique. Voilà, Misao Tayama. Beaucoup de profils japonais, mais encore une fois, je l'ai dit et répété, ce ne sont pas forcément des profils qui nous intéressent énormément dans notre cadre de la ECW, alors que le jeu vient à nouveau de bugger. Le jeu ne répond pas, la database est très chargée, c'est aussi pour ça que ça met aussi un petit peu de temps à autre, surtout quand on finit de booker les shows, parce que finalement passer les jours ça pose pas trop de problème, mais quand on finit de booker les shows, il y a pas mal d'informations et le jeu doit travailler. 0.06 de TV rating, alors que Rey Mysterio Junior nous dit qu'il ressent les effets de la fatigue. En même temps il bosse beaucoup, Rey Mysterio. On a fait 40 000 viewers, ce qui est quand même très bon, et c'est par rapport au dernier Hardcore TV, un petit peu moins, mais on saura bien sûr surfer sur la vague pour la semaine prochaine. Au niveau du medical, Rey Mysterio Junior, on est quand même à 46% de fatigue pour Rey Mysterio Junior. Ah oui, là il va peut-être falloir le ménager, même si c'est pas forcément ce dont on a vraiment envie. Il peut risquer d'avoir une blessure, et là on peut pas se permettre, à mon sens, au vu des plans que j'ai, de perdre Rey Mysterio sur blessure. Donc on va essayer de le ménager un peu. Il y a quand même une récurrence quand on y pense sur cette save, c'est que depuis le début de notre carrière, avec la ECW nouvelle génération, il y a pratiquement tout le temps des incidents backstage qui sont très nombreux, mais il n'y a jamais de nouvelles croustillantes entre les Hardcore TV. C'est quand même quelque chose que j'ai remarqué qui est assez flagrant, assez parlant. Bref, en même temps, ça peut arriver, les saves ne sont pas toujours toutes équivalentes. Rob Van Dam, amené à la cour des catcheurs, accusé de ne pas avoir rejoint le reste du locker room pour une petite virée, voilà, dans un bar ou dans une boîte de nuit, et Terry Funk l'a rendu coupable, lui a dit « Allez, viens, paye un coup à boire pour tout le monde !» Et Rob Van Dam, voilà,
il améliore son comportement. Bien sûr, Rob Van Dam, toujours présent, bien sûr, qu'on n'a pas beaucoup utilisé, et pour l'instant pour lequel j'ai pas forcément énormément de plans, mais peut-être que ça va évoluer si j'ai des petits changements de programme, notamment avec certaines fatigues ou blessures qui pourraient intervenir. Chris Benoit n'est pas présent, tout comme Tuku Scorpio, qui travaille à la War, ça va bien m'emmerder ça aussi. Bref, je boucle le show de mon côté, on en parle juste après, en avant Guingamp. Le deuxième Hardcore TV de ce mois de décembre 95 dans une nouvelle arène, le New York Dome Arena, 3848 pèlerins présents dans l'arena, et on démarre avec le Sandman qui nous offre un segment d'ouverture plutôt intéressant avec un gros 80 de rating, le Sandman accompagné de Woman qui, vous l'imaginez, est piste de ce qui s'est passé la semaine dernière. Non seulement lors du dernier pay-per-view, il a perdu face à Terry Funk parce qu'il y a eu une intervention de Mikey Whipwreck, alors que ce même Terry Funk ne l'aurait jamais battu dans un match one-on-one sur les règles de base sans intervention. Il aurait dû rester champion, il aurait dû mettre fin à la carrière de Terry Funk, mettre du prestige à nouveau sur son nom. Au lieu de ça, il a perdu les titres à cause de Mikey Whipwreck. Et là, lors du dernier show, il perd dans un six-man tag avec Mikey Whipwreck qui lui fait le tomber. Alors là, Sandman, t'imagines qu'il en peut plus, il a des noms d'oiseaux pour Mikey Whipwreck se pointe, il rigole bien, Mikey Whipwreck qui a quelque part un petit peu sa petite revanche, parce que c'est vrai qu'il était en rivalité face au Sandman qui lui en a fait voir de toutes les couleurs, le Sandman qui lui fait comprendre que la prochaine fois qu'ils vont se croiser, ça va très mal aller pour lui, Mikey Whipwreck qui est en train de narguer le Sandman sur la rampe du ring, et Sylvester Stallone qui va se pointer, qui va dire au Sandman, écoute, il n'y a pas de main event de prévu aujourd'hui, je peux te laisser du temps d'antenne pour, eh bien quelque part, mettre à profit tes mots et les transformer en action. Ce soir, je boucle le Sandman face à Mikey Whipwreck dans un street fight. Voilà, Mikey Whipwreck, il a le sourire, il est en train de chambrer le Sandman parce qu'il a pris une victoire sur lui. Et le Sandman qui est très très énervé et qui a vraiment très impatient d'en découdre ce soir dans le main event face à ce nuisible, à ce rat qu'est Mikey Whipwreck. Mikey Whipwreck n'a pas été bon. Pour aller dans le script, ça c'est quelque part quelque chose auquel je m'attendais. Sylvester Stallone en revanche a fait du très bon travail, la storyline. Mikey Whipwreck Redemption avance tranquillement avec ce segment. Stevie Richards et Rick Martel qui font équipe pour affronter Rey Mysterio Jr. et Taz. Alors je savais que ça allait pas me faire une note exceptionnelle parce que Taz et Rey Mysterio ça ne fonctionne pas bien en équipe, je le savais. Mais écoutez, pour les besoins scénaristiques, j'avais besoin de cette association. Stevie Richards, Rick Martel, ça bosse plutôt pas si mal parce que on est quand même sur des performances de 58 et de 54. Donc ça reste correct, Rey Mysterio Jr. au-dessus de tout le monde avec un 65, malgré le fait que ça clique pas avec Taz. Et figurez-vous que dans un match avec une grande hit et du descent catch, Stevie Richards et Rick Martel vont défaire Rey Mysterio Jr. et Taz en 11 minutes 19. Match de storytelling du soir quand Stevie Richards va défaire Rey Mysterio Jr. via pinfall avec un petit paquet. Il l'a surpris, voilà, 1, 2, 3, compte rapide, compte normal, mais pris dans un petit paquet. Rey Mysterio Jr. n'a pas réussi à se dégager. Et Stevie Richards qui va prendre une victoire à nouveau, la deuxième en 2 semaines, mais qui là prend une victoire face à quelqu'un qui s'est positionné pour le titre TV. Voilà, puis Rick Martel, il est content d'avoir battu Taz, même s'il ne l'a pas épinglé ou soumis dans le ring. Ça fait une petite victoire psychologique pour le fringant Rick Martel. Les Fundy Bodies qui sont présents du côté d'Hardcore TV et Don Callis qui bien évidemment gère les intérêts de Tom Pritchard et Jimmy Derry, les champions de la Smoky Mountain Wrestling. Don Callis fait comprendre à l'audience qu'il en a marre que ses clients ne soient pas respectés. Voilà, ce sont des garçons qui devraient être bien plus cotés, bien plus pris au sérieux parce que ce sont des futurs champions par équipe. Voilà, ils veulent l'amener vraiment dans ce secteur-là, dans ce rang-là, Don Callis. Et Rocco Rock et Johnny Grunge vont venir se pointer pour faire face à Jamie Del Rey et Tom Pritchard, en leur disant vous avez de grandes ambitions, de grandes aspirations, pour des gars qui n'ont pas prouvé grand-chose, et surtout qui pour l'instant n'ont pas montré aussi qu'ils pouvaient vraiment coller aux produits de la ECW. Donc Rocco Rock et Johnny Grunge challenge Jimmy Del Rey et Tom Pritchard à un match hardcore, tout de suite maintenant. Don Callis fait comprendre à Tom Pritchard et Jimmy Del Rey que même si c'est pas leur tasse de thé, c'est peut-être le moment de marquer un gros coup. Voilà, performance très bonne de Rocco Rock, qui a bien apprécié pouvoir aller en dehors du script, tout comme Don Callis, bien sûr, qui se plaint beaucoup de son utilisation, mais qui fait quand même des choses plutôt intéressantes au micro.
Heavenly Bodies face à Public Enemy, bah écoute, ça fait un 65 de rating de très bonne facture, bonne hit des 100 catch, on a mis ça en Wild Brawl, performance très correcte, bien sûr, de Johnny Grunge et de Rokorok, 61-65, Tom Pritchard est à 57, Jimmy Derey toujours à la traîne avec un 35, mais il s'améliore à sa gimmick, donc on va dire que c'est un moindre mal, victoire bien sûr de Public Enemy qui vont détruire purement et simplement les Heavenly Bodies dans ce match hardcore, 12 minutes 03, Johnny Grunge défaite Jimmy Derey via pinfall avec le drive-by, voilà, ils ont pris vraiment plein les dents, les Heavenly Bodies, ils se sont fait rouler dessus, et victoire de Public Enemy qui a perdu, on rappelle, sa rivalité face aux Gangstas, futur challenger numéro 1 pour les titres par équipe. Oui, je me doute aussi. Et enfin le main event, le Sandman face à Mikey Whipwreck, fantastique hit, grand catch, vous m'étonnez, le Sandman dans la dimension chaotique d'un Street Fight fait un 69, Mikey Whipwreck toujours un correct 61, ça fait 77 de rating, imaginez un peu comment la foule est concernée par cet affrontement, en plus ça lie avec une belle storyline qui est quand même en train de monter en prestige et en hit, et bien figurez-vous que le Sandman va à nouveau perdre face à Mikey Whipwreck, parce que Mikey Whipwreck, il va profiter, après 13 minutes 45 de combat, de l'intervention botchée de Woman, qui sentait le Sandman vraiment à fleur de peau, très mécontent et surtout frustré de la situation, parce qu'il n'arrivait pas à battre Mikey Whipwreck. La Woman a tenté d'intervenir, malheureusement, elle a frappé le Sandman, enfin c'est même pas elle l'a frappé, elle avait du spray et elle s'est trompée, elle a mis du spray dans les yeux du Sandman, voilà, et malheureusement derrière ça a coûté au Sandman la victoire, puisque Mikey Whipwreck a réussi à capitaliser sur cette intervention ratée avec le Whippersnapper tombé 1-2-3, Mikey Whipwreck qui prend une deuxième victoire en 2 semaines face au Sandman, l'ancien champion du monde, bien sûr. Et le Sandman qui me dit ça marche pas, c'est pas le genre de match qui me convient. Très étonnant ce garçon. Pour Mikey Whipwreck, ça reste un peu plus logique. Et on fait quand même un 73 qui nous permet d'améliorer notre popularité dans les 3 régions où nous sommes diffusés. Un profil ancien, celui de Kenny J, qui est né en mars 1937, le 27 pour être tout à fait précis. Et il était surnommé le Sudbuster. Voilà, très bien. Pourquoi pas, un garçon que je ne connais pas, je ne sais pas s'il est toujours vivant, en 1937 il commence à être âgé, le monsieur. On espère qu'il est toujours présent parmi nous, mais forcément vous imaginez que c'est pas quelqu'un, au vu de son âge déjà dans notre réalité virtuelle, qui va nous intéresser. Voilà. Et le jeu, hein, comme d'habitude, qui ne répond pas, le jeu qui a besoin de temps pour prendre toutes les informations nécessaires aux divers bookings que l'on a pu faire. Voilà, magnifique, très bien, on arrive sur notre page d'accueil avec la New Japan qui commence un tour. Voilà, très bien. New Japan, ils sont champions du monde pour faire les tournées. 0.06 de TV rating. On est plus ou moins égal à ce qu'on a fait lors du dernier show, 40 400. Et ouais, on perd un peu de vue. En même temps, notre show est un petit peu moins qualitatif. Mais on arrive à se maintenir dans des zones vertes. Ce qui est bien sûr le principal quand on essaie de gagner du prestige, voilà, avec le momentum qui baisse un peu, mais on a gagné des points d'ailleurs de prestige, qui est important de le préciser. Et au niveau du medical, voilà, Rey Mysterio est moins fatigué, plus de fatigue pour Rey Mysterio Jr. Jerry Lawler en revanche lui est toujours sujet à de la fatigue assez avancée, 23%, mais on ne l'a pas utilisé la semaine dernière. Jerry Lawler, on l'utilisera bien sûr plus tard pour continuer à faire avancer nos programmes. Le contrat de Raven qui arrive à expiration, plus qu'1 mois avec nous, vous pensez bien que Raven, on va le prolonger, il est en pleine force de l'âge, mais vous le voyez, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser à première vue, les statistiques en basique en psychologie sont pas forcément très folles. Il y a juste le micro et bien sûr le charisme qui est vraiment très intéressant pour l'instant avec Raven, qu'on continue de développer et à qui on va filer un contrat. Alors là, il demande beaucoup plus cher qu'avant, hein. Raven, bien sûr, on va l'augmenter. On va lui proposer ça sur 1 an. Je pense que ça devrait le faire. Raven qui a pris de la popularité, bien évidemment. On rend le contrat officiel et bien sûr, il nous répondra prochainement. La WCW qui organisait Starrcade 1995 lors du dernier jour dans notre réalité virtuelle. Et vous le voyez, ça a fait seulement un 74. Voilà, loin d'être déconnant, avec en main event Hulk Hogan qui a battu le géant, le Big Show, pour conserver le championnat de la WCW. Ça a fait 79. Ça devait être un match exceptionnel en termes de qualité in-ring. Ah oui, j'en raffolerai, même encore aujourd'hui. Les championnats par équipe ont été retenus par Bunkus Buck et Dick Slater. Le championnat WCW a été retenu aussi par Sting, qui a conservé sa ceinture dans un 71 plutôt correct. Et le Renegade a conservé le championnat aussi TV face à Rip Rogers, 51.
franchement, ça donne vraiment pas envie. La WCW, on fait quand même des choses bien plus qualitatives du côté de la ECW. Incident backstage, une fois n'est pas coutume, dans les locker rooms de la ECW, 3ème Hardcore TV de ce mois de décembre 95. On est toujours à 65% de backstage rating, tout va bien. Et Terry Funk qui va donner des tips. Ah non, pas du tout, qui va prendre Bubba Ray Dudley en tant que protégé. Oh, c'est superbe, ça va permettre à Bubba Ray Dudley de ne pas prendre trop de retard sur Devon. Oh, c'est parfait. Merci, monsieur Terry Funk, vous êtes royal. New York Dome Arena, 3865 pèlerins présents dans les gradins pour la 3ème édition de Hardcore TV sur ce dernier mois de l'année 1995. Et nous commençons avec un 83 de rating, de très belle facture avec, vous le voyez, les protagonistes du bon, du très beau monde, et Jerry Lawler est le premier à débarquer dans le ring puisque c'est une nouvelle édition du King Court qui nous présente, qui nous propose le roi Jerry Lawler, le roi sans couronne parce que toujours pas de championnat autour de ses hanches. Du côté de la ECW, il se fait balancer des canettes, des pots de fleurs, des cornichons et des tomates à la tronche. Il est content, Jerry Lawler en représentation devant le bas peuple, qui a 2 invités, Tommy Dreamer et Raven, accompagnés de leurs gonzesses respectives. Alors forcément, il va se foutre de Tommy Dreamer, comme il s'était foutu de la gueule de Tommy Dreamer il y a quelques semaines en arrière dans un précédent King Court. On le sait, Tommy Dreamer, Jerry Lawler, ils ont essayé de régler les comptes du côté de November to Remember. C'est vrai que Tommy Dreamer s'en souvient, sans mauvais jeu de mots, parce que Jerry Lawler avait réussi à tirer avantage de la situation. Donc Tommy Dreamer va se sentir à nouveau insulté par l'ami Jerry Lawler, qui va mettre Raven en position de force face à lui, mais il va mettre aussi 2-3 taquets à Raven en lui disant « T'es bien gentil, t'as beaucoup d'aspiration, mais c'est vrai que tu parles beaucoup, mais on peut pas vraiment dire que tu agis vraiment de manière claire et précise dans le main event, on peut pas dire que t'as vraiment un énorme impact, t'es fort avec les faibles, mais pour l'instant t'as pas prouvé que t'étais fort face aux forts. » Et puis, il va aussi mettre un peu de distorsion entre Tommy Dreamer et Miss Elizabeth en disant Tommy Dreamer, t'es toujours amoureux de Bella McGillicuddy qui est avec ton pire ennemi, qui couche avec elle tous les soirs, et puis t'en oublies Miss Elizabeth qui craque pour toi, mais tu la regardes pas, à un moment donné elle risque aussi de se lasser de toi, enfin bref. Et c'est des propos qui ne vont pas vraiment plaire à Tommy Dreamer et Raven, qui vont s'allier sur ce segment pour casser la gueule à Jerry Lawler qui ne s'attendait absolument pas à ça. Il pensait que Raven et Tommy Dreamer allaient se foutre sur la tronche, mais finalement absolument pas. C'est lui qui en paye les pots cassés et qui, après avoir trop ouvert sa gueule, finit par se faire casser les dents. 83 de rating, Tommy Dreamer a très bien improvisé, tout comme Raven. La storyline avance, tout va bien. Les Gangstas qui affrontent les Suicide Blondes, je crois que c'est déjà un match que j'ai fait, mais c'est pas grave, ça permet aux Gangstas de prendre du momentum dans ce match hardcore, maîtrise bien sûr par rapport à leurs caractéristiques et à leur qualité dans le ring, 8 minutes 50 de combat. Les Gangstas qui vont défaire bien sûr les Suicide Blondes avec Mustafa qui va faire le tomber après le Power Slam sur Christian Cage, 8 minutes 50. Emballé, c'est pesé, performance de 75 de New Jack qui a brillé clairement dans ce match, 61 de l'ami Mustafa qui est quand même plutôt dans le rythme correct, et l'ami Christian Cage et Adam Copeland, 36 et 38 de performance in ring, on continue à les monter tranquillement. Bien évidemment, je me doute, tout comme pour Christian Cage, mais ça, on arrivera à faire gagner en qualité dans ce genre de match. New Jack et Mustafa qui vont ensuite confronter les Pitbulls qui étaient sur la rampe du ring, pas loin de la table des commentateurs, et les Gangstas vont rappeler aux Pitbulls que leurs jours en tant que champions sont comptés parce qu'ils sont désormais challenger numéro 1, ils ont battu ces has-beens de Public Enemy, ils sont l'équipe qui colle le plus à ce produit hardcore de la SCW, ils vont prendre leur ceinture et puis ils vont aussi prendre leur gonzesse, parce que Francine, ils se verraient bien se la partager pour une nuit. Voilà, 68 de rating, les Pitbulls pas contents, Francine qui fait un pas de recul parce que New Jack et Mustafa, ça la fait flipper un peu. Jerry Lawler qui va toquer à la porte du Sandman, c'est Woman qui va ouvrir cette porte de le locker room personnel du Sandman, ancien champion. Woman qui sourit de voir Jerry Lawler parce qu'elle a vu le segment d'ouverture et elle sait pertinemment ce que Jerry Lawler va demander. Le Sandman qui va avoir un regard très dur face à Jerry Lawler, Sandman qui est en train de lui reprocher de lui avoir volé dans les plumes, de lui avoir manqué de respect lors du premier segment
de ce mois de décembre 95 lors du premier Hardcore TV. Jerry Lawler qui est mielleux quand il a besoin de quelque chose et qui se retourne contre ses supposés alliés le moment où il ne peut plus en tirer avantage. Donc là le Sandman se doute bien qu'il a quelque chose à lui demander et Jerry Lawler lui dit effectivement j'ai envie que tu sois mon partenaire ce soir dans le main event, ce que Sandman va bien sûr refuser, mais Jerry Lawler lui met un argument de poids. Certes aujourd'hui notre alliance n'existe plus, certes aujourd'hui notre coalition qui n'était pas vraiment l'amitié, n'est plus vraiment d'actualité, mais il serait intéressant pour toi que Raven et Tommy Dreamer ne prennent pas trop de momentum parce que tu as un statut de challenger numéro 1 qui est fragile et qui est de plus en plus fragilisé après tes récentes défaites. 83 de rating, Jerry Lawler qui marque un point important face au Sandman qui fait la tronche à l'idée de se retrouver dans une position où on lui remémore ses récentes défaites. Taz dans le bureau de Sylvester Stallone qui veut son match de championnat. Voilà, il a été battu par compte-out lors du dernier pay-per-view face à Chris Benoit qui est en train de faire ses tournées au Japon. D'ailleurs, pourquoi il est au Japon et pas à la ECW? Lui, le champion TV qui demandait à pouvoir défendre sa ceinture TV chaque semaine lors de chaque weekly. Taz, il remet ça un peu sur le couvert. Et Rick Martel va se pointer en disant à Taz, écoute mon pote, t'as quand même eu pas mal d'opportunités lors de ces dernières semaines, de ces derniers mois pour le championnat. Je t'ai battu aussi il y a quelques semaines de ça. Il est hors de question que toi, tu aies une opportunité avant moi. Et Rey Mysterio Jr. qui se pointe et qui va rappeler à Rick Martel qu'ils ont des choses à régler entre eux parce que Rey Mysterio Jr. a été battu lors de leurs 2 dernières confrontations en singles competition et en tag team competition par des roll-up. Il veut que Rick Martel puisse vraiment prouver son point en le battant de manière clean ce soir, voilà, qu'il prouve qu'il est capable de battre Rey Mysterio Jr. de manière clean ce soir, plus tard dans le show. Rick Martel qui s'amuse de la combativité de Rey Mysterio Jr., de son opiniapoté, lui dit t'es quand même un peu têtu et ce soir, y a pas de problème, je vais te battre une 3e fois parce que jamais 203 dans le vocabulaire du fringant Rick Martel. Taz a très bien improvisé, Rick Martel également. Sylvester Stallone, t'imagines qu'il a brillé dans le segment. Rien de bien rapporté en ce qui concerne la performance de Rey Mysterio. Le match Rick Martel Rey Mysterio Jr. que j'ai mis en régular, en storytelling, je ne sais plus, oui c'était en régular. Et ben écoute, ça donne un 71 de rating de très très belle facture avec une grosse chemistry entre Rick Martel et Rey Mysterio Jr. Performance de 76 de Rey Mysterio, qui a volé bien sûr la vedette à Rick Martel. 60 de Rick Martel, toujours correct, match superbe. Mais si Rey Mysterio Jr. a volé la vedette en termes de performance in-ring à Rick Martel, il ne lui volera pas la victoire puisque Rick Martel va battre Rey Mysterio Jr. en 9 minutes 19 avec un tombé, un bien clean 1, 2, 3, mais après l'intervention de Terry Reynolds. Bien sûr, parce qu'il faut quand même pas déconner. De la gruge pour Rick Martel, nouvelle victoire du fringant, et on protège dans la défaite Monsieur Rey Mysterio Jr. Et enfin le main event qui nous fait un timide 69, mais ça je m'y attendais parce que la combinaison face-heel entre Tommy Dreamer et Raven, ça peut pas vraiment fonctionner. Mais ça je le savais, mais c'est pas grave, j'en avais quand même besoin. Fantastic Elite, grand catch pour ce main event avec des performances de 74 de Raven, 66 de Tommy Dreamer, 59 de Jerry Lawler à la traîne, le Sandman qui fait un 67 de bonne qualité, Fantastic Elite, grand catch, 16 minutes 30 de combat et Tommy Dreamer et Raven vont remporter la victoire. Tommy Dreamer qui va faire le tomber sur Jerry Lawler qu'il avait battu lors du dernier pay-per-view, qui n'a pas eu que des mots sympas à son encontre puisque Jerry Lawler à un moment donné va être abandonné par le Sandman. Trop de confusion, trop de crise d'ego entre ces deux garçons qui aujourd'hui n'ont plus vraiment d'alliance entre eux et le Sandman qui se barre avec Woman en disant c'est bon, c'est pas notre problème, Jerry Lawler il a qu'à finalement assumer la conséquence de ses paroles et Tommy Dreamer et Raven vont se retrouver à 2 contre 1 sur Jerry Lawler. Tommy Dreamer va faire le tomber après le Dreamer DDT sur Jerry Lawler. Victoire donc de Tommy Dreamer et Raven qui ne célèbrent pas bien évidemment ensemble puisque Raven il se casse, voilà, et Tommy Dreamer est en train de célébrer avec Miss Elizabeth bien sûr, c'est logique. Et on fait un 74 de rating de belle facture malgré le main event qui a été plutôt coup-ci coup-ça. Alors qu'on a le pro profil de Susan Green, la Texas Queen, catcheuse professionnelle américaine. Voilà, Texas, avec un beau bandeau du Texas, c'est magnifique. Elle ne doit pas être jeune, cette demoiselle. Je ne sais même pas si elle est toujours parmi nous au moment où on se parle, parce que la photo en noir et blanc, on pense bien que ça date pas des années 90 non plus. Le jeu ne répond pas, Rio ne répond plus, là c'est TEW ne répond plus. Bon, ça peut arriver, bien évidemment, on sait que le temps que ça charge, ça peut être parfois long, très très long, oui, Manuel, voilà, ça peut arriver. Allez, le processus qui suit son cours, on va y arriver, ça rame un peu, mais je suis sûr que le jeu va nous amener à cette fameuse page d'accueil.
Voilà, on s'en fiche, hein, les shows de la New Japan, ça nous intéresse pas. 0.06 toujours de TV rating avec un 44 660 viewers via TV, c'est très bien. On augmente par rapport à nos 2 précédents shows et on continue à se maintenir dans la zone verte, cette zone que l'on recherche pour bien évidemment amener nos storylines à une hit très importante pour bien sûr tout péter sur le dernier pay-per-view de l'année, December to Dismember, qui sera le dernier gros événement de l'année 95. La WWF, qui dans notre réalité virtuelle tenait hier In Your House de décembre 95, 24 276 pèlerins présents dans les Grands Lacs au Image de Palace, en Byron Hills, 331 000 personnes qui ont acheté le show, t'imagines un peu les revenus qu'ils ont fait ces bâtards, 82 de rating, un énorme score, avec Owen Hart et Yokozuna qui ont défait Bret Hart et Razor Ramon dans le main event, ça devait être beau ça. Ah ouais, effectivement. On a eu le championnat WWF européen qui a été défendu également, hein, Bam Bam Bigolo qui a perdu face à Wellon Merci, très bien, pourquoi pas. Bam Bam Bigolo qui se retrouve en feud pour le championnat européen. Est-ce qu'il y a eu également le championnat WWF intercontinental qui a été défendu? Oui, Shawn Michaels qui a battu Jean-Pierre Lafitte, oh là 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 là, Jean-Pierre Lafitte, magnifique, exceptionnel. Par contre, le championnat mondial n'a pas été défendu, hein. Le championnat Women's a été défendu, hein, avec Bertha Faye face bien sûr à Medusa Messici qui est, on le rappelle, Alundra Blaze. C'était vraiment les 2 stars bankable à l'époque, hein. Mais pas de titre mondial défendu. D'ailleurs, on regardera à la fin du mois qui est le champion mondial, mais gros main event, mais pas de championnat mondial défendu. C'est quand même un petit peu dommage quand on sait que c'est quand même un championnat qui a beaucoup de prestige, et d'ailleurs qui est le plus prestigieux de l'entertainment dans notre réalité virtuelle en 95. Nous sommes dans les locker rooms du dernier Hardcore TV de ce mois de décembre 95, c'est le Go Home Show avant December to Dismember, 67% de backstage reaching, avec bien sûr Chris Benoit et Too Cool Scorpio ainsi que les Steiner Brothers qui ne sont pas présents à l'écran cette semaine. Ah, qu'est-ce qui se passe? Merci la War, merci la New Japan. Terry Funk qui donne des tips à son protégé Grodd John Cronus, qui donne des tips à Devon Dudley au micro, qui donne également des tips pour Bubba Ray Dudley en tant que babyface. C'est pas vraiment ce qu'on veut, il est pas vraiment utilisé dans cette optique là. Merci Terry Funk malgré tout, mais c'est vrai que bon, ça a pas trop l'aider au vu de sa situation actuelle, mais on prend quand même, et on va booker tranquillement le show de mon côté, on se retrouve pour en parler, bougez pas, voilà, gardez le popcorn parce qu'on a encore des choses intéressantes qui arrivent, notamment avec December to Dismember, qui va être démembré, qui va être désossé, on verra bien, il y a pas mal de rivalités encore à pousser pour essayer de faire gagner de la hit, et on va profiter de ce Go Home Show pour mettre les petits plats dans les grands et arriver avec une hit, et surtout, mais surtout une hype de fou pour December to Dismember, parce que je sais que c'est ce que vous attendez pour la fin de l'année. Un peu moins de 3700 pèlerins présents au New York Dome Arena pour le Go Home Show de December to Dismember, et on commence avec un 4 contre 4, un 8-man tag qui va nous faire une note descente de 60, mais en même temps c'est vrai qu'au vu des équipes qui accompagnent les Pitbulls et les Gangstas, respectivement les champions par équipe et les challengers numéro 1, ça paraît logique qu'on fasse pas non plus une note exceptionnelle, et puis la fin du match peut-être va jouer aussi dans cette note tout juste correcte, puisque oui, 10 minutes 09 d'une grosse bagarre qui va se terminer par une double disqualification, parce que tout le monde va s'en mettre plein la gueule, les Gangstas, les Pitbulls forcément, parce que les deux vont s'affronter, ces deux équipes, les Bunny Buddies qui ont battu les Suicide Blondes, voilà, donc au dernier pay-per-view, donc forcément il y a aussi de la tension, tout ce monde se fout sur la gueule, ça donc termine en double disqualification, histoire qu'il y ait un gros bordel, on est obligé de rendre l'antenne parce qu'il va y avoir une coupure publicitaire, performance plutôt correcte de Mustafa et du New Jack, 60 et 68, on a des performances de 62 et 64 des champions, pour le reste c'est encore un petit peu disparate, avec un Tom Pritchard qui fait 55, un 34 de Jimmy Del Rey et 30 et 32 de Christian Cage et de Adam Copeland qui continue à progresser tranquillement. À noter que Adam Copeland fait une meilleure note que Christian Cage, et je crois que c'est la première fois que ça arrive depuis leur début dans notre ECW. Taz et Rob Van Dam qui se parlent. Taz et Rob Van Dam qui discutent, qui rigolent. Les deux vont faire équipe ce soir face à Rick Martel et Stevie Richards. Donc ils taillent un peu le bout de gras. Ils ont des sujets de conversation où ils sont d'accord. Et Rick Martel va se pointer et va dire tiens, Taz avec ce caractère, cette gueule un peu renfrognée où il se plaint tout le temps, il est jamais content, et a trouvé un autre partenaire, Rob Van Dam. Ah, il est peut-être meilleur que Rey Mysterio, ceci dit, c'est vrai. Mais la vérité, Taz, c'est qu'aujourd'hui, tu feras pas équipe avec Rob Van Dam pour m'affronter, moi et Stevie Richards, parce que il y a des messieurs qui ont des questions à te poser.
Et en fait, on a les Marshall qui interviennent dans ce segment et qui demandent à Taz de justifier en fait ce qui est présent dans son sac, à savoir de la drogue. Ah ouais. Il y a de la drogue qui a été retrouvée dans le sac de Taz. Et Rick Martel, avec son sourire un peu narquois, nous explique qu'il a rendu aux forces de l'ordre un grand service quand il a dénoncé un port de drogue illicite dans les effets personnels de Taz, qui est donc raccompagné par les Marshall, Rick Martel, qui a priori aurait mis de la drogue dans le sac de Taz, et ce qui fait que Taz laisse tout seul Rob Van Dam face à Rick Martel et Stevie Richards pour un peu plus tard dans le show, dans ce match 2 contre 2. On fait monter la sauce, bien sûr. Tommy Dreamer face à Psychosis, Tommy Dreamer qui a, on le rappelle, battu dans un match par équipe Jerry Lawler et le Sandman côté de Raven, aussi bizarre que ça puisse paraître, et qui va reprendre du momentum dans ce street fight avec une grande hit et du descent catch quand il va défaire en 11 minutes 28 avec le pile driver Psychosis. Voilà, performance de 67 de Tommy Dreamer, 44 de Psychosis, qui est pas forcément très à l'aise dans ce genre de match, d'ailleurs, il me le dit. Raven, qui à l'issue de ce match remporté par Tommy Dreamer, va venir attaquer son ex-meilleur ami, celui aujourd'hui qu'il considère comme son pire ennemi. Hein, on rappelle cet homme à qui il a piqué la copine, Bella McGillicuddy qui est là, qui danse, Miss Elizabeth qui essaye d'intervenir, qui va crêper le chignon à Bella McGillicuddy, Raven qui va faire tout un speech à Tommy Dreamer en disant écoute mon grand, on a fait équipe une fois, mais faut pas croire qu'on s'est réconcilié, on n'est pas copains, et je suis toujours meilleur que toi, et je ferai des plus grandes choses que toi, tu n'es pas à mon niveau, tu ne seras jamais à mon niveau, c'est pas parce que tu as brillé avec la lumière de Raven que tu ne vas pas finir dans mon ombre, enfin t'imagines un peu le bordel. Et Jerry Lawler qui, dans le dos de Raven, qui est en train de faire sa promo, va choper les pieds de Miss Elizabeth et de Bella McGillicuddy, et elle va déshabiller les deux femmes qui vont se retrouver en soutif et en string devant le public, et Jerry Lawler qui va partir en reniflant les affaires de Bella McGillicuddy et Miss Elizabeth sous les yeux d'un Raven qui vient de comprendre ce qu'il s'est passé et qui n'est pas forcément très satisfait, vous l'imaginez. Performance de Raven fantastique, hein, qui a été exceptionnelle, qui a super bien improvisé durant ce segment. D'ailleurs Raven qui a reprolongé bien sûr avec nous, et la storyline Raven Tommy Dreamer avance avec ce segment. Rick Martel et Stevie Richards qui font donc équipe face à Rob Van Dam et Rey Mysterio Jr. Puisque oui, Rob Van Dam a trouvé en partenaire de substitution Rey Mysterio Jr. Grande hit, bon catch, des performances intéressantes notamment de Rey Mysterio 74, 69 de Rob Van Dam, hein, c'est quand même plutôt une belle prestation, 56 et 57 de Rick Martel qui nous montrent qu'ils sont vraiment tout juste des gros mid-carders du côté de notre fédération. Et bah figure-toi que ce sont les Faces par l'intermédiaire de Rob Van Dam qui va remporter la victoire pour son équipe après 11 minutes 58, un vent de Terminator sur Rick Martel suite à la distraction de Taz qui apparemment a réglé son problème avec les Marshall et qui est venu distraire et faire payer Rick Martel de son affront qui l'a mis dans une position assez délicate plutôt dans le show. Voilà, ça nous permet de continuer à mettre cette rivalité en place et à le faire gagner un petit peu de hit, bien sûr, même si ça avance seulement et que ça n'en gagne pas forcément spécialement. Et enfin, le segment de clôture de ce Go Home Show de December to Dismember qui nous fait un gros 83 de rating, signature de contrat entre Terry Funk et le Sandman, le champion et le challenger. Tout ça orchestré de main de maître par Sylvester Stallone. Terry Funk qui va prendre le micro, qui va s'adresser au Sandman en disant qu'il y a eu pas mal de quiproquos ces dernières semaines, même s'ils ne sont pas les meilleurs amis du monde. Il veut mettre ça sur la table, hein, histoire que tout soit clair. Il n'a pas demandé à Mikey Whipwreck d'intervenir. Il voulait battre le Sandman tout seul pour aller s'offrir un deuxième règne de champion, reprendre un dernier kiff avant de raccrocher les bottes. Et il veut bien évidemment du côté de December to Dismember battre le Sandman one-on-one, qu'il n'y ait aucune contestation possible dans des règles de catch hardcore qui collent à la ECW. Le Sandman qui dit à Terry Funk de bien profiter de ce qui s'est passé ces dernières semaines, de bien profiter de ses derniers jours en tant que champion, parce que son règne qu'il a volé va se terminer à December to Dismember. Il va reprendre son championnat, sa position, reprendre des mains de Terry Funk ce championnat dont il a fait le prestige avec plus de 20 défenses de titre. Bref, pas mal d'arguments qui vont dans le sens d'une reprise de pouvoir du Sandman, mais Mikey Whipwreck va se pointer et Mikey Whipwreck va mettre des arguments de taille lui aussi sur la table en disant qu'il a battu le Sandman lors de leurs deux dernières confrontations en singles competition et en tag team competition, que sans lui Terry Funk n'aurait peut-être pas battu le Sandman, ne serait peut-être pas champion, serait peut-être à la retraite à l'heure qu'il est. Mikey Whipwreck, il a marqué des points et il veut être instauré et inclus dans ce match de championnat à December to Dismember. Et le Sandman et Terry Funk qui ont forcément des raisons d'en vouloir à Mikey Whipwreck, le Sandman parce qu'il tient responsable Mikey Whipwreck de sa défaite face à Terry Funk, et Terry Funk qui
a quand même reproché à Mikey Whipwreck d'avoir voulu voler son moment, se mettre d'accord pour inclure Mikey Whipwreck dans le main event de December to Dismember pour le championnat du monde de la ECW. Voilà. Et les storylines avancent, c'est magnifique. On fait seulement un 69 de rating parce que... c'est vrai que des segments à plus de 70, il y en a eu que 2. C'est Raven qui attaque Tommy Dreamer, avec Jerry Lawler qui va déshabiller toutes ces demoiselles et la signature de contrat. Bien sûr, bon, écoute, c'était pas forcément un très bon show, un très bon go-home show. On espère qu'on arrivera à redresser la barre du côté du pay-per-view. Alors que là, on a Mark Curtis, Mark Curtis, arbitre historique de la ECW, si je ne dis pas de bêtises, qu'on n'a pas gardé dans notre roster, qu'on a viré, parce que ça servait pas à grand chose de le garder. Mais bon, arbitre quand même plutôt sympathique. Et c'est vrai qu'il faut faire des choix, pas d'avoir 15 000 arbitres dans le roster, on en a déjà 2. Ça suffit largement pour la durée de nos shows et surtout pour ce qu'on en fait, bien sûr, parce qu'à un moment donné, faut pas non plus déconner. Allez, le jeu continue à bugger, le jeu ne répond pas, le jeu ne répond jamais, mais le jeu finit toujours par revenir sur la page principale, bien sûr, alors qu'on a un time to heal pour Rick Martel qui ressent les effets de la fatigue et de son récent booking 0.05 de TV Rating pour Hardcore TV et New Jack qui nous dit que Psychosis ne connecte pas avec les fans, il va peut-être falloir le résilier. Et écoute, on verra bien ce qui se passera. 38 000 viewers. C'est pas forcément exceptionnel. C'est vrai que là, on a baissé de manière drastique avec 5 points de pénalité par rapport à la semaine dernière. Et les effets de la fatigue pour monsieur Rick Martel, 24%, 23% pour Psychosis. C'est vrai que ça commence à être assez dément, mais on aura forcément des opportunités pour les utiliser, même si on va peut-être devoir les ménager dans les prochaines semaines pour éviter des rechutes et pourquoi pas des blessures dues à cette surfatigue et surménagement avec les énormes bookings qu'ils se prennent, notamment avec les diverses tournées dont ils prennent part. Dans les locker rooms de CW December to Dismember, dernier show de notre année 1995, vous le voyez, rating à 66%, des incidents locker room, ça clignote rouge, Rob Van Dam n'est pas là, les Steiner Brothers ne sont pas là, ils ont des obligations contractuelles avec d'autres fédérations, et Terry Funk qui va donner des tips en psychologie à John Cronus, des tips au micro à Devon Dudley, et des tips également en psychologie à Bubba Ray Dudley pour qu'il continue bien sûr à progresser. Nous allons aller dans la Tri-State, du côté de la New York Cascanera Arena, avec un peu plus de 5430 pèlerins qui sont attendus dans les gradins. On espère qu'on aura un petit peu plus. On va essayer de terminer en beauté cette année 95 avec du lourd, du très très lourd. ECW December to Dismember 1995, le dernier show de l'année, c'est parti, 5648 pèlerins présents au New York Arneska Arena, beaucoup de monde dans cette enceinte pour terminer, on l'espère, notre année à la ECW en beauté, et on démarre avec Chris Benoit dans le ring qui est présent à l'écran. Il s'excuse de par ses obligations contractuelles avec certaines fédérations de ne pas avoir pu être présent du côté des weekly, mais il ne manquerait pour rien au monde ces shows qui sont des PLE, des événements spéciaux pour remettre sa ceinture TV en jeu. Et il va se faire interrompre par ce qui se passe sur le Titantron avec Rick Martel qui arrive en limousine, en costume cravate, avec Terry Reynolds à son bras et Taz qui vient le plaquer contre le capot de la bagnole pour lui dire: mon pote, cette fois-ci tu t'échappes pas, toi et moi, match en cage, il y a trop de trucs qui m'ont pas plu dans ton attitude, trop de trucs qui font qu'aujourd'hui j'ai envie de mettre les mains sur toi, t'es la personne que j'ai envie le plus de détruire à la ECW, j'ai vu avec Sylvester Stallone. Alors en plus là, le dernier coup avec la drogue que tu caches dans mes effets personnels, là ça peut plus aller, ça va beaucoup trop loin, toi et moi, match en cage, tu t'en vas pas, et je t'écrase comme un insecte. Voilà, donc Chris Benoit, il voit 2 de ses challengers là à l'écran, potentiels, qui ne sont pas présents et qui ne pourront pas venir le challenger. Et là, Stevie Richards se pointe, il va voir Chris Benoit et lui dit: j'ai quand même gagné pas mal de matchs, pris pas mal de momentum ces dernières semaines, depuis que j'ai quitté le Raven Nest, alors qu'il s'est carrément fait virer, mais pour lui il l'a quitté. Désormais il va prendre la lumière, partout où il passe, la lumière la lumière est, et il va pouvoir mettre en lumière, rayonner avec ce championnat de la TV, du côté donc d'Hardcore TV, là où Chris Benoit était censé défendre cette ceinture chaque week-end, chaque semaine, chaque mercredi, et où il n'est plus depuis un mois, puisqu'il préfère prendre le pognon avec les tournées avec la War. Donc le dernier petit taquet à Chris Benoit de la bouche de Stevie Richards,
Ça lui plaît pas trop au champion TV, et donc il remet de ce même coup en jeu le championnat TV dans un match qui nous fait un 70 face à Stevie Richards. Match superbe avec une performance de 77 de Chris Benoit, monsieur 77 hein, s'il vous plaît, il fait que cette note là. 54 de Stevie Richards. Chris Benoit va défaire en 10 minutes 53 Stevie Richards via stoppage, parce que Chris Benoit il a tapé Stevie Richards. Et l'arbitre il s'est dit non c'est bon, là ça va trop loin, on arrête. Le gamin il va finir par prendre une commotion. Il faut qu'on arrête les dégâts. Et quatrième défense du titre TV, donc du coup de monsieur Chris Benoit. Don Callis et Tom Pritchard ainsi que Jimmy Delahaye, le manager des Heavenly Buddies, les champions de la Smoky Mountain Wrestling, qui nous font part de leur capacité désormais à prendre part au match hardcore. Voilà, ils veulent coller aux produits extrêmes pour montrer qu'ils sont vraiment une équipe à prendre au sérieux, une équipe du haut de panier qui vont être légitimes dans les prochaines semaines, les prochains mois, à devenir champions de la ECW par équipe. Et ils affrontent Bullpen et Axel Rotten dans un street fight, parce qu'il faut quand même pas déconner. Les Heavenly Buddies, ils veulent bien faire du hardcore bullshit, par contre, ils veulent pas encore que ça soit vraiment des stipulations extrêmes dans les grandes largeurs, il faut quand même que ça soit contrôlé. D'ailleurs, pendant le match, ils vont interpeller pas mal de fois l'arbitre en disant attends, Bullpen, Axel Rotten, ils ont le droit de faire ça? Oui, ils ont le droit. 9 minutes 20 de combat de ce match décent que j'ai mis en régular, des performances de 55 et de 51 d'Axel Rotten et Bullpen, qui font des bien meilleures performances cumulées que Tom Pritchard et Jimmy Delahaye. Tom Pritchard 55, Jimmy Delahaye qui s'est un petit peu fait la peau pour aller chercher un 42, et peut-être qu'il s'est fait la peau justement parce que c'est lui qui va donner la victoire à son équipe, puisqu'il va faire le tomber sur Axel Rotten après le Moonsault Body Block. Victoire des Heavenly Buddies qui remportent un match face à des jobbers, des babyface dont on ne sait pas quoi foutre. Bien sûr, je me doute. Tommy Dreamer, Jerry Lawler face à Raven, bien sûr, triple chouette en même temps, c'était un peu dans les tuyaux avec ce qui s'est passé, fantastique 8, grand catch, tu m'étonnes, et bien figure-toi que ça va être un match hardcore, qui va durer 16 minutes 19, qu'on j'ai mis en qualité de white brawl ou de storytelling, et bien Jerry Lawler va remporter la victoire, parce que entre Tommy Dreamer et Raven, on n'a pas réussi à coexister aussi bien que lors de la fameuse nuit où ils ont fait équipe, où ils se sont mis d'accord pour casser la gueule à Jerry Lawler, et ils se sont mis d'accord également pour coexister dans le ring, dans ce fameux main event qu'ils avaient remporté en équipe. Là, ils n'y arrivent pas, et ça va forcément conduire à des distensions entre les deux, et Jerry Lawler va réussir à tirer avantage de la situation, et va aussi avoir des distensions entre les gonzesses respectives de Tommy Dreamer et de Raven, ça va partir en catfight, et Tommy Dreamer va se retrouver dans le dos de l'arbitre, dans le ring, il va prendre un low blow par Jerry Lawler, et Jerry Lawler derrière va faire le tomber sur l'ami Tommy Dreamer, prenant donc la victoire et enfonçant de même coup Tommy Dreamer qui avait pris pas mal de momentum. On protège bien sûr dans la défaite Monsieur Raven. Bien sûr, je me doute. Mikey Whipwreck qui va croiser Terry Funk dans les backstage. Grosse tension entre Terry Funk et Mikey Whipwreck. Et Mikey Whipwreck, il veut faire un peu table rase sur le passé. Il dit écoute, je comprends ce que tu as pu percevoir dans mon comportement, je peux comprendre que tu as pu penser que j'ai fait ça pour te voler la vedette. La réalité, c'est que j'ai vraiment voulu que tu sois champion parce que tu es vraiment le mec qui colle le plus au produit ECW. Et le Sandman, c'est une pourriture. Et c'est bien que ça soit comme ça, et c'est bien que tu sois champion. Maintenant, je suis là, je suis présent dans le main event, j'ai des arguments. Je suis plus le petit gars que tu as connu il y a 2 mois. Je suis beaucoup plus sûr de ma force. J'ai battu Sandman 2 fois ces 2 dernières semaines. Ce soir, je prends le titre. Et même si je dois effectuer le tombé sur toi, il n'y a aucun monde où ça va me poser de problème. Et Terry Funk lui fait gamin, t'as beaucoup d'ambition. Tu parles beaucoup. Maintenant, on va voir si tu es capable d'agir dans le ring lorsque ça compte. Voilà, parce que c'est un peu ça l'idée quand même. Et la storyline, Mikey Production avance, gagne de la hit, tout va bien sûr. Les Gangstas face aux Pitbulls, ça fait 74, gros match entre ces deux équipes pour les championnats par équipe, bien sûr. Des performances de très belle facture, notamment New Jack, 78, t'imagines. Bon, par contre, le Pitbull 2, il s'est blessé. J'espère que c'est pas trop grave. Performance de 60 de Mustafa, 69 et 67 des Pitbulls. Fantastique Elite, grand catch. Les Gangstas vont faire un match nul face aux Pitbulls. Pourquoi? Parce que durant ce match, Bubba Ray Dudley et Devon, les Dudley Boys, vont venir attaquer les Pitbulls dans le dos de l'arbitre, également attaquer les Gangstas, et du coup, l'arbitre va prononcer une double disqualification, ce qui va donc forcément laisser les publics sur la fin, et laisser ces deux équipes qui voulaient se mettre sur la gueule, sur un match nul. Forcément, ça va avoir des conséquences, vous l'imaginez. Ouais, l'ami Pitbull 2 s'est blessé.
J'espère que c'est pas trop grave, on ira vérifier. Rick Martel face à Taz, le match en cage, voilà, grand de 8, descend catch, t'imagines un petit peu le bordel. Performance de 61 de Taz, qui a vraiment porté le match, 47 de Rick Martel qui a pas non plus été exceptionnel dans ce style de match, 12 minutes 31 de combat avec Taz qui aura vraiment fait voir de toutes les couleurs Rick Martel. Le garçon, il a vraiment pris cher, Taz lui a mis des souplesses, une dizaine de souplesses, une quinzaine de souplesses, il l'a fait passer à travers des tables. Rick Martel, il a essayé à un moment donné, en grugeant, de pouvoir s'échapper de la cage, mais finalement, le moment où vraiment tout va basculer alors que Taz semble en contrôle, c'est lorsque que Terry Runnels va sortir du ring, du dessous du ring, elle était cachée en dessous du ring, pour menotter Taz, qui était à un moment donné proche des cordes en train de célébrer avec la foule, et Taz va se retrouver pieds liés sur le poteau du ring. Parce que finalement, Terry Runnels, elle aura réussi à choper le pied de Taz avec la menotte, l'accrocher au câble du ring, et ça va permettre à Rick Martel, parce que Taz de ce fait ne peut plus bouger, ça va permettre à Rick Martel de sortir de la cage, et donc de remporter la victoire. Et donc, du même coup, de mettre fin à la storyline Taz-Rick Martel. Voilà, la storyline avance, mais ne perd pas de hit, mais s'arrête là. On va faire venir ces garçons sur autre chose. Rick Martel remporte donc la rivalité en grugeant, voilà, de manière un peu salace, bien sûr. Et enfin, le main event, Mikey Whipwreck face au Sandman, face à Terry Funk. Match exceptionnel, vous l'imaginez, qui aura duré 16 minutes 12 avec une grosse prestation de Monsieur Terry Funk, 85, 68 du Sandman, 66 de Mikey Whipwreck, qui est pas si loin, qui est en train de s'améliorer. Match exceptionnel qui va voir la victoire de Terry Funk, qui va conserver le championnat dans ce match hardcore, après avoir défait Mikey Whipwreck avec le Funker Salt, défense numéro 1 du championnat mondial de Terry Funk, qui bat Mikey Whipwreck, l'homme qui lui avait permis de devenir champion ECW, et le Sandman qui se retrouve à nouveau screwed par cet même homme qui lui a coûté son titre mondial face à Terry Funk, et la possibilité aussi de mettre fin à la carrière de la légende de la ECW. Voilà, Terry Funk toujours champion, et la storyline, Mikey Whipwreck Redemption, avance, mais il va s'arrêter là, je ne l'ai pas fini cette storyline, mais elle s'arrête là. Voilà, c'est une petite storyline d'attente, et c'est très bien. 77, gros show, on va féliciter Terry Funk, parce que Terry Funk, s'il vous plaît, Terry Funk, Pontet à Goose Good Example. Chris Benoit, on va lui donner aussi des compliments par rapport à sa performance du jour, et je vais donner des encouragements à monsieur Rick Martel, qui me fait des performances pas forcément exceptionnelles. Terry Funk a été content de mon speech, Chris Benoit a paru content, Rick Martel a paru content. Très gros show, 77 de rating, un gros main event, des storylines qui se sont terminées, des storylines qu'on continue à explorer, qu'on va tranquillement faire continuer, notamment celle entre Raven et Tommy Dreamer, celle entre les Gangstas et les Pitbulls, bien évidemment. Bref, du bon, du très bon, et là on va se retrouver. On va se retrouver en janvier 1996, et lors de la prochaine vidéo, on s'intéressera au Puy, voilà, le top 500, bien sûr, de cette année 95, alors qu'on est sur le beau profil de monsieur Jason Knight, qui est présent à la ECW, dont on ne fait pas grand chose. Jason Knight qui a beaucoup perdu de matchs, notamment face à Taz. Voilà, c'est un jobber, un garçon dont on ne fait pas grand chose, et je vais être honnête avec vous, j'ai pas vraiment beaucoup de plans pour le garçon. Bref, le jeu ne répond pas, Rio ne répond pas, TEW ne répond pas, ça va très vite revenir à l'écran d'accueil, en tout cas je l'espère, parce qu'il faut quand même pas déconner le jeu. Allô. Non, toujours pas. Si, ça y est, il arrive à son rythme, alors que là on voit que le catcheur de l'année c'est Mitsuharu Misawa. Voilà, c'est magnifique, c'est exceptionnel. Rey Mysterio qui voit certaines offres de contrat, la CWA aussi, ouais, ça c'est pour bien sûr des apparitions en paix par apparence. Booking available, ça on s'en fout. Rating 0.04, Time to Heal pour Rick Martel, New Jack qui nous dit que Pitbull 2 ne connecte pas avec les fans, Pitbull 1 ne connecte pas avec les fans, les Pitbulls pour Taz et New Jack c'est de la merde. C'est très bien, c'est magnifique, tout va bien. Alors déjà on va aller voir, parce qu'il faut quand même pas déconner, le show History 1995, on a fait 32 000 viewers, ce qui est un petit peu mieux que November to Remember, malgré le fait qu'on fait un point de plus. Voilà, c'est très bien, c'est dans la continuité. De toute façon, les pay-per-view, on a fait de très bons shows. Crossing the Lines, que ce soit Anarchy Rules, Anarchy Rules 77, Crossing the Lines 74, November to Remember 76 et December to Dismember 77, nos PLE, nos événements spéciaux, sont de très bonnes factures. Derrière, Medical, 6 jours pour Pitbull 2, c'est très bien, ça, voilà, on peut l'utiliser, il n'y a aucun problème pour ça.
Alors qu'on est passé 16e. 16e au ranking, je viens de le voir. Ça, c'est moyen, moyen. Pourtant, on a quand même un momentum à 100, on a un prestige à 5. Je rêve où on a baissé là aussi en importance dans pas mal de régions là. Track Progress. On gagne en popularité. Midsouf. Ah ouais, on s'est écroulé dans le Midsouf. Dans le New England, c'est pareil, on s'est. Ouh là 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 là. Ah oui, effectivement. Bah, en même temps, c'est vrai qu'on n'est pas diffusé, il faut pas de show là-bas non plus. Donc c'est. Ah ouais, effectivement. On a augmenté dans le Mid-Atlantique. Ça, c'est clair. Mais sinon. Ah ouais. Ah, ça fait mal ça aussi. Ouh, ouais, ça fait très très mal. Parce qu'on est diffusé où déjà? On est diffusé dans le Soufist, dans la Tri-State et dans le Mid-Atlantique. Et le Mid-Atlantique, c'est vrai que c'est là où on prend des points. Track Progress, Mid-Atlantique, effectivement, on a pris des points de popularité. Ouh, bah dis donc, ouais, je comprends pourquoi on est passé 16ème. C'est vrai que notre popularité, là, notre importance, dans pas mal de régions où on ne fait pas de show, où on n'est pas diffusé, ça c'est... ah ouais, effectivement, c'est... Ah ouais, ça fait mal. Ça fait très mal. Bon, on va voir les storylines. Donc, Mikey Whipwreck, The Sandman, là, Mikey Whipwreck Redemption, ça c'est terminé. Le point des storylines, Raven Tommy Dreamer 75, Terry Funk, Jerry Lawler 74, Dudley Family contre les Pitbulls 74 également. Bah, écoute, pas si mal finalement, pas si mal du tout. Le prestige des titres, 88 donc pour le titre TV, ce qui est plutôt pas mal. Le titre World, c'est 96, hein, et le titre par équipe, c'est 78. Avant d'aller faire le bilan financier, on va peut-être regarder ce qui se passe sur les autres fédérations, notamment la WWF, voilà, où les champions, on va voir un petit peu ce qui se passe, et bien sûr la WCW. Donc le titre européen, toujours Well Merci. Le titre intercontinental, toujours Monsieur Shawn Michaels. Le King of the Ring n'a toujours pas lieu. Besta Faye, qui est toujours présente, qui est en tant que championne. Le championnat mondial est détenu par Jeff Jarrett, hein, qui a pris le championnat à Diesel, qui n'est plus vraiment considéré dans notre réalité virtuelle par la WWF. Et les champions par équipe sont toujours Billy Bartgun. Très bien, jusque-là, il n'y a rien de foncièrement exceptionnel. La WCW, deuxième au ranking, s'il vous plaît. Les titres, un prestige de 65 pour le titre US, détenu par Sting. Le titre World détenu par Hulk Hogan, qui ne fait que 8 défenses de titre en plus d'un an et demi, tout va bien. Toujours les mêmes champions par équipe, et toujours le même champion TV. Il n'y a pas grand chose qui bouge. Hein. Le momentum est pas top. Hein. 78 au niveau du momentum, 63 pour WWF, c'est quand même... par rapport à nous, quand on compare, c'est vrai que là, on a un momentum bien plus important qu'eux. Les finances, parce que eux, pour le coup, ils ont des bien meilleures finances que nous. On perd 40 000 $. Alors, on fait plus de ventes de tickets que le mois dernier. Le TV Revenue est pareil. On a un petit peu moins eu de revenus sponsors. La marchandise, un petit peu moins aussi. Ah. Plus de coûts de worker lors de ce mois que le mois précédent. Le coût des shows est un peu moins significatif. Le coût de marketing est le même. Le coût de merchandising est un petit peu moins présent parce que forcément on a un peu moins vendu. Le coût de production est le même et le MISC exactement pareil. Bon, bah écoute, on a eu un show où on a un peu plus dépensé, un mois où on a un peu plus dépensé et où finalement on a aussi pas vraiment su compenser avec le ticket sales qui est relativement semblable à celui du mois de novembre. Ça arrive, mais bon, on continue à stabiliser. Vous savez que on va perdre de l'argent dans les premiers mois, mais ça, on le savait. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à vous abonner. Ça aide bien sûr pour le référencement de la chaîne. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye et à la prochaine.